الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à chacune de nos rencontres et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et autour de vous, surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé et en toute primeur avec les dernières nouvelles bien évidemment. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 128e vidéo désormais vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous et à chaque fois. Le CQFD de votre Bled Magharibia se penche un tout petit peu sur la naissance de ce système entre guillemets algérien inédit au monde, puisque les anciens combattants de l'intérieur avaient donc été tout bonnement évincés, pour ne pas dire éliminés, par ceux de l'extérieur. Et les politiques, évidemment, donc les politiques, ceux qui devaient diriger le pays, l'ont été également par les militaires, oui. Et ce qui a été dit, ou ce qui a été appelé le congrès fondateur, de nouveau entre guillemets, de la Soumam, était bien oublié, donc est passé aux oubliettes, comme on dit. Et depuis lors, et après moult péripéties, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et ce système a donc vécu et vit toujours sous de multiples pénuries, bon an, mal an, et en tout genre, y compris celle que connaît le pays de nos jours, avec le manque d'oxygène, oui, le manque d'oxygène qui persiste encore et toujours, et en dépit des promesses des gouvernants, soi-disant, ils s'appellent ainsi, et surtout de ce pseudo-président de cette Algérie-là, qui est en complète dérive. Après ce court préambule, venons-en un tout petit peu au sommaire de notre séquence, relatant justement la naissance de ce système algérien et qui est judicieusement expliqué par un grand historien qui est ce Bernard Lugan. Et à Bernard Lugan justement de nous expliquer clairement, point par point, détaillé chronologiquement, que durant l'été 1962, donc cette date d'indépendance, enfin appelée ainsi, l'Algérie juste indépendante, donc connu un coup d'État, oui. Juste à l'indépendance, elle connaît un coup d'État qui s'installa sous un système qui est toujours au pouvoir, actuellement au pouvoir. Et ce coup d'État a instauré ce qu'on appelle le GPRA. Donc ce fut alors que le GPRA, donc ce gouvernement provisoire de la République algérienne, et c'est toujours lui, s'il vous voulez, qui dirige encore ce pays. C'est ce système-là, soutenu par les survivants des maquis à cette époque, de l'intérieur. Et ce GPRA
fut évincé par l'ALN. Et l'ALN, c'est l'armée de libération nationale, toujours au pouvoir, commandée depuis 1960 par un certain colonel, Houari Boumediene. Non, ce n'est pas son nom, ce n'est pas son véritable nom. Son véritable nom est Mohamed Bouharrouba. Intact, car installé en Tunisie et au Maroc, cette ALN, cette armée de libération nationale, ou armée des frontières, n'avait plus combattu les forces françaises depuis ses sanglants échecs d'avril 1958 et de novembre 1959 sur le barrage tunisien. Le président de ce GPRA, ce gouvernement provisoire de la République algérienne, un certain Ben Youssef Ben Khedda, disait à ce sujet: certains officiers qui ont vécu à l'extérieur n'ont pas connu la guerre révolutionnaire comme leurs frères du maquis, fermons les guillemets. Et le coup d'État se fit en 7 étapes. Oui, en 7 étapes. Premièrement, Ahmed Ben Bella et Houari Boumediene débutèrent leur coup de force au mois de mai 1962, quand le GPRA, donc ce gouvernement provisoire de cette République algérienne, fut sommé de convoquer le CNRA. CNRA, Conseil national de la révolution algérienne, en congrès. Leur but était de doubler ce GPRA, ce gouvernement provisoire de la République algérienne, par la constitution d'un nouveau bureau politique qu'il contrôlerait par la suite. Deuxièmement, le 28 mai, dès le début de cette réunion, la direction collégiale explosa, car au lieu de débattre des accords d'Évian, donc donnant indépendance, non, ce fut du pouvoir que l'on parla, à qui pouvait profiter la situation après cette pseudo-indépendance. Et autour de Ahmed Ben Bella, un groupe de pression réussit à faire adopter le modèle socialiste. Oui, vous avez entendu, a réussi à faire adopter le modèle socialiste et le parti unique surtout. Et à l'issue du vote destiné à élire les membres du bureau de politique devant gérer le début de cette indépendance de 1962, Karim Belkacem, Abdelhafid Boussouf et Lakhdar Ben Toubal, tous trois ministres du GPRA, donc de ce gouvernement provisoire de la République algérienne, furent mis en minorité, tout simplement. Et Ben Youssef Ben Khedda quitta alors la Réunion, cependant que Ahmed Ben Bella se rendait au Caire et de là au Maroc, à Oujda, où il rejoignit le colonel Houari Boumediene. Mohamed Bouharrouba. Troisièmement, les combattants des maquis tentèrent alors une médiation. Et les 24 et 25 juin, les wilayas 2, 3, 4, la zone dite autonome d'Alger, cette fameuse ZAA, et les représentants de la Fédération de France, du FLN, du nouveau Front de Libération Nationale, se réunirent à Borj Zemmoura en Kabylie et ils annoncèrent la création d'un comité dit inter-wilaya.
Quatrièmement, le 30 juin, le GPRA destitua l'EMG, cet état-major général de l'ALN. Donc le GPRA destitua l'état-major général de l'ALN, cette armée de libération nationale. Et en réaction, le 2 juillet, Ahmed Ben Bella et Houari Boumediene demandèrent au chef des wilayas de se mettre sous les ordres de l'EMG, donc de cet état-major général. Et ils ordonnèrent à l'armée de libération nationale de se tenir prête à faire mouvement vers l'Algérie. Cinquièmement, le 11 juillet, Ben Youssef Ben Khedda, président de ce GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne, fut empêché de tenir une réunion à Blida, cependant que Ahmed Ben Bella s'installait, lui, à Tlemcen. Il y fut rejoint le 16 juillet par ce colonel Houari Boumediene. Désormais, deux coalitions s'opposèrent, le groupe d'Alger et le groupe de Tlemcen. Le groupe de Tlemcen constitua un bureau politique composé de Ahmed Ben Bella, de Mohamed Boudiaf, d'Aït Ahmed, Mohamed Saïd, de Rabah Betat, de Mohamed Khidr, soit les anciens prisonniers de France, plus Haj Ben Ala, qui annonça qu'il prenait en main les destinées de cette Algérie. Donc le coup de force était en marche. Sixièmement, le 23 juillet, Mohamed Boudiaf et Aït Ahmed se séparèrent de ce groupe de Tlemcen, qu'ils accusaient de vouloir instaurer une dictature. Oui, qu'ils instauraient déjà à l'époque une dictature en Algérie. Et ils s'installèrent bonnement en pays kabyle, à Tizi Ouzou, d'où ils lancèrent un appel aux Algériens pour qu'ils s'opposent au coup de force justement. Et le 27 juillet, ils furent rejoints par Krim Belkacem. Désormais, il y eut un troisième groupe, le groupe de Tizi Ouzou. Donc un groupe à Alger, un autre groupe à Tlemcen et encore un troisième maintenant à Tizi Ouzou. Septièmement, le 25 juillet, le commandant l'Arbi Beridijem de la Wilaya 2 prit Constantine et il rejoignit le groupe de Tlemcen. Des combats, et oui, des combats eurent lieu dans la ville. Puis, le 29 juillet, la Wilaya 4 prit le contrôle d'Alger, enlevant la ville à la fameuse ZAA, cette zone autonome d'Alger dont les chefs furent tous arrêtés. Le 29 août, de violents affrontements se produisirent à Alger. Puis le 4 septembre, Ahmed Ben Bella prit position à Oran, d'où Houari Boumediene donna l'ordre à l'ALN, oui, à cette armée de libération nationale, de marcher sur Alger, ce qui provoqua de violents combats, notamment à Boughari, Sidi Issa et Chlef. Le 9 septembre, Ahmed Ben Bella et le colonel Houari, tous deux, entrèrent à Alger à la tête de l'ALN, cette armée de libération nationale, et les élections à l'Assemblée constituante furent fixées au 20 septembre 1962 sur liste unique. Et Ahmed Ben Bella, ayant déclaré que la démocratie est un luxe que l'Algérie ne peut encore s'offrir. Déjà, à l'époque, le 25 septembre, Farhat Abbas fut élu
de président de l'Assemblée nationale et il proclama la naissance de la République algérienne démocratique et populaire. Puis Ahmed Ben Bella fut désigné pour former le premier gouvernement de cette Algérie dite indépendante. Les combattants de l'intérieur avaient donc été évincés par ceux de l'extérieur et les politiques par les militaires, tout simplement. En résumé, c'est ainsi que ça s'est passé. Et le congrès fondateur de la Souba était bien oublié, complètement oublié, passé aux oubliettes, si ce n'est un classement vertical. Au mois de juillet 1964, Aït Ahmed et Mohamed Boudiaf créèrent ce qu'on appelle le CNDR, ce Conseil national de défense de la Révolution. Et ils montèrent des maquis, essentiellement en Kabylie. Et le colonel Mohamed Chabani, chef de la Wilaya 6, celle du Sahara, donc du désert algérien, tenta de marcher sur Alger, mais il fut arrêté et fusillé le 8 septembre. Quant à Aït Ahmed, il fut arrêté le 17 octobre 1964 et condamné à mort. Par la suite, il fut gracié et il se réfugia en Suisse jusqu'en 2001. La répression fut, inutile de vous le dire, très féroce. Alors qu'il avait été installé au pouvoir par le colonel Houari Boumediene, les deux copains, donc son copain, son ami de toujours, qui avait besoin d'une caution civile. Ahmed Ben Bella fut renversé à son tour par ce dernier le 19 juin 1965. Et il a été interné à Tamanrasset. Il y resta emprisonné durant 16 années tout de même, pour deux amis très proches. Par conséquent, depuis cette ère, depuis cette époque, ce pays n'a connu que de misérabilistes régimes sous l'égide d'une junte militaire tout le temps, à n'en jamais finir, puisque cette Algérie à connaître que pénurie sur pénurie, et jusqu'à nos jours, effectivement. Nous allons en parler juste un tout petit peu ici, pour terminer cette séquence. Aujourd'hui, on le sait, que ce pays vit des pénuries, et des pénuries d'oxygène, excusez du peu, qui persistent, pénuries qui persistent, en dépit des promesses de ces dirigeants, enfin, ils se disent dirigeants, et surtout de ce pseudo-président qui se dit président, cet athée au patronyme imprononçable ici. En dépit des annonces plus ou moins rassurantes sur l'évolution de la pandémie dans laquelle nous sommes, le déficit criant, mais vraiment criant en oxygène des patients de la Covid-19 inquiète tout de même dans ce pays, et pas des moindres. À titre d'exemple, oui, uniquement à titre d'exemple, et selon Al-Watan même, les besoins en oxygène ne sont satisfaits qu'à moitié, moins, en dépit de la présence de 3 producteurs dans le pays. Les pénuries d'oxygène pour les services Covid-19 sont loin, mais loin de s'améliorer au niveau de certaines structures sanitaires algériennes, en dépit des promesses des autorités et particulièrement de celui qui se dit le chef d'État, cet athée. Ainsi, les professionnels de la santé de nombreux hôpitaux font face aux demandes d'hospitalisation et des cas graves, très graves de la Covid-19 nécessitant le traitement d'oxygénothérapie d'urgence. Malheureusement, de nombreux patients continuent encore à faire
face aux pénuries d'oxygène, en dépit des assurances des autorités qui n'avaient cessé de marteler la disponibilité d'oxygène en quantité suffisante grâce à la production locale, avant que les pénuries n'atteignent un seuil inquiétant, poussant les autorités à reconnaître la réalité tout de même. Et la situation ne semble point s'améliorer pour certaines structures en charge du Covid-19, encore plus. Et c'est le cas notamment de ceux à Annaba, oui, de ceux à Annaba. Et toujours selon l'OTAN, l'indisponibilité de l'oxygène pour les malades contaminés par la Covid-19 et souffrant d'une détresse respiratoire pose avec acuité un sérieux problème dans le secteur de la santé de la wilaya de Annaba. Et Annaba n'est là qu'un petit exemple. Citant des sources proches de ce dossier, le site explique que l'approvisionnement en quantité suffisante d'oxygène pour les services Covid-19 chirurgicaux et les pavillons des urgences médicales, ce qui est appelé les PUM, n'a jamais dépassé un total de 4000 litres. Oui, vous avez entendu, n'a jamais dépassé un total de 4000 litres. Or, toujours selon les mêmes sources, les mêmes informations, les mêmes données, les besoins pour toute la wilaya en ce produit vital est au minimum de 9000 litres, c'est-à-dire plus du double. En clair, la région ne dispose que de moins de la moitié de ses besoins en oxygène liquide, se trouvant ainsi dans l'incapacité de répondre aux besoins urgents des patients de la Covid-19, nécessitant le traitement d'oxygénothérapie d'urgence. Ici, on dégage une image de misérabilisme médical. En conséquence, de nombreux patients perdent la vie. Oui, de nombreux patients perdent la vie à cause de cette pénurie d'oxygène. Pourtant, explique le site d'information, et toujours à Annaba, Annaba devait logiquement être mieux lotie que d'autres wilayas, du fait qu'elle abrite 3 producteurs d'oxygène. Oui, à Annaba, elle abrite 3 producteurs d'oxygène. Lindgaz, Sir al-Hajjar et la fonderie de Atia. Et face à cette pénurie d'oxygène, celui qui se croit toujours président s'est tâté, sans foi ni loi, avait instruit l'augmentation de la production d'oxygène, estimée actuellement à 360 000 litres, pour la porter à 470 000 litres, avec l'entrée en service de l'usine de Betioua à Oran. De plus, le gouvernement avait autorisé l'importation de 100 000 litres. Oui, vous avez entendu, avait autorisé l'importation, on dit bien l'importation de 100 000 litres par bateau tous les 2 jours afin d'éliminer les pénuries d'oxygène. Mais rien n'y a été tel qu'annoncé. Et parallèlement, l'Algérie a réceptionné depuis le 15 août dernier, donc c'est tout récent, 1500 concentrateurs d'oxygène acheminés depuis la Chine, oui, acheminés depuis la Chine pour faire face à cette pénurie. Malgré tout, la pénurie est encore omniprésente dans les structures de santé, alors que les autorités sanitaires avancent une nette décrue des contagions. Oui, ce sont les autorités qui annoncent une nette décrue des contagions. Ça reste à vérifier. Au-delà de cette pénurie d'oxygène, renseigne sur la réalité des contaminations et des malades en oxygénation qui sont très certainement supérieures. Oui, elles sont très certainement supérieures aux chiffres annoncés quotidiennement par les autorités
qui continuent de dissimuler les véritables statistiques. Puisque l'appel des autorités aux médias à ne pas se concentrer sur les nouvelles négatives. Oui, l'appel des autorités aux médias à ne pas se concentrer sur les nouvelles négatives de la crise sanitaire fait que certains médias algériens, Motus et Bouche cousue, se sont détournés complètement de ces pénuries d'oxygène pour éviter l'ire des autorités et pourquoi pas ne pas s'afficher aux yeux du monde. Voilà le véritable sort et non le destin de cette Algérie-là, dite nouvelle tout de même, depuis sa pseudo-indépendance à nos jours. Et ce n'est évidemment pas fini, ce n'est que le début de cette histoire, de cette pseudo-indépendance. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un grand plaisir au travers de votre Ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un immense merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout un grand merci pour votre participation, de nous suivre, de nous écouter et d'aller jusqu'au bout des séquences, de vos séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas en nous aidant mutuellement, réciproquement, d'aider votre bled Magharibia en vous y abonnant, très nombreux, afin d'être informés rapidement et surtout en partageant au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.